Ça veut dire quoi, choisir tout? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire? Approfondir sa connaissance de soi? Agir là où on le veut et on le peut? Être en lien avec les autres? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes équilibristes, je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode avec 2 femmes à l'énergie contagieuse, Camille Agon et Rebecca Fischer-Bensoussan. Camille et Rebecca, ce sont les cofondatrices de YOLO, la première plateforme qui digitalise et démocratise l'accès à des assistantes dédiées à la gestion du quotidien personnel et familial. Leur mission derrière tout ça, permettre à chaque femme de se réaliser professionnellement et personnellement, sans jamais devoir renoncer à l'un ou l'autre. Dans cet échange, je me suis adressée à elles en tant que cofondatrice de YOLO, mais aussi en tant que femme, mère, dont les expériences de vie ont nourri la mission qu'elles portent aujourd'hui avec ferveur. On a parlé de leur mission et de leur choix de s'intéresser avant tout aux femmes. On a parlé de la frontière de l'intime et du partage des circonstances de vie en entreprise. On a évoqué cette mission de prouver que oui, c'est possible de gravir les échelons tout en ayant une vie de famille épanouie, que tant de femmes portent sans parfois la conscientiser. On a parlé de la manière dont elles ont embrassé leurs multiples identités de mères, de femmes, d'entrepreneurs. Et on a aussi évoqué la question des innovations RH au service de la parentalité, de l'égalité professionnelle et de la santé mentale. Un épisode riche avec 2 femmes vraiment talentueuses. Écoutez bien jusqu'au bout parce que Camille et Rebecca vous réservent une surprise. Bonne écoute. Camille, Rebecca, bienvenue dans Les Équilibristes. Merci Sandra. Bonjour Sandra. Salut, je suis trop contente de vous recevoir. On commence dans Les Équilibristes en général par faire un pas en arrière, un saut en arrière. Moi, j'ai envie de rencontrer Camille et Rebecca à 7 ans. Vous étiez quel genre de petite fille? Vous aimiez quoi? Vous rêviez de quoi? Et c'était quoi les messages autour de vous? Sur la vie, sur le travail? C'est qui veut commencer? Je peux commencer si tu veux. Ouais. Donc, à 7 ans, je crois que j'étais une petite fille extrêmement sage. Je fais partie de ces enfants qui étaient très, voilà, qui étaient très obéissantes, il paraît, et qui étaient voilà, bonnes à l'école. J'avais 2 frères, et moi j'ai des parents qui étaient entrepreneurs, donc j'étais déjà un peu voilà, j'ai grandi dans cet univers avec à la fois beaucoup de liberté dans le travail et en même temps beaucoup d'exigences. Mm. Voilà. Et je Ouais. voulais être trapéziste. Ah, Voilà. trapéziste. Voilà. Ouais, quand même un petit grain de folie et de créativité là-dedans. Bah écoute, voilà, je faisais l'école du cirque et mon rêve c'était d'être trapéziste. Mm. Bon. Et on verra si tu t'en es tant éloigné que ça. On ne sait pas. C'est vrai, on peut faire une belle métaphore. Ouais, c'est ça. Ok. Et les messages que tu avais, donc c'était faut travailler. Enfin, il y a une Moi, il notion y quand avait même beaucoup de cette notion de bosser, travail quoi. qui était très très Mm. forte, Mm. très très forte, et puis on se reposera quand on sera mort. J'ai beaucoup entendu ça quand j'étais petite. Tu vois, Ah, cette ok. notion de l'effort était très marquée chez moi. Ok. Ok. Et toi, Camille? Alors moi, à sept ans, je voulais être maîtresse d'école et je faisais l'école à la maison aux grandes dames, parce que je suis du coup l'aînée de mon petit frère qui a 18 mois de moins que moi. Et j'ai réussi après tous les après-midi à 16 heures, il finissait l'école et il devait recommencer l'école avec moi jusqu'au jour où comment dire, j'étais déjà un peu petit chef quand même, jusqu'au jour où il s'est rebellé. Je l'ai très mal pris. Et du coup, c'est ma grand-mère adorée qui l'a remplacé. Voilà, écoute, à 7 ans, moi, j'étais très grande déjà. Du coup, on m'a fait sauter une classe.
Mais je dirais aujourd'hui qu'on m'a pas fait sauter une classe pour les bonnes raisons. Donc, je pense que ça m'a un peu perturbée. Et comme Rebecca, pour moi, c'est marrant, la valeur du travail était très présente, très importante. Voilà, ce qu'on me disait, c'est ce qui est important, c'est le travail et le reste, tu verras après. Si tu as ça, tu es sûr de pouvoir faire le reste. Donc, Ouais. ça a été au cœur voilà, ça a été vraiment au cœur de beaucoup de choses. Hmm. Ok, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Vous êtes les cofondatrices de YOLO, You Only Live Once, qui est une start-up à impact qui digitalise et démocratise l'accès à des assistants dédiés à la gestion du quotidien personnel et familial. Donc là, je lis le truc, mais vous en parlez bien mieux. C'est quoi les événements de vie, quels qu'ils soient professionnels, personnels, les choses marquantes qui vous ont conduite déjà à vous rencontrer puis à créer YOLO ensemble? Bah, Rebecca, je te laisse commencer. D'accord. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans en finance, dans des postes exécutifs, en tout cas à la fin de mon parcours en tant que salarié. Dans mon dernier poste, j'étais dans un comité de direction d'une société de gestion. J'ai été recrutée dans ce poste enceinte de ma troisième enfant, ce qui était assez audacieux pour le patron qui m'a recrutée, puisqu'évidemment, j'ai remplacé un monsieur de 55 ans. Et moi, je m'étais toujours dit que j'avais pas à choisir et que je pouvais réussir à concilier une carrière, une top carrière, Mhm. et une vie personnelle et familiale qui soit vraiment épanouie. Et en fait, en plus, j'ai un parcours de maternité, on pourra revenir dessus, mais qui a été un peu Mhm. compliqué et qui du coup a fait que, en plus, ça rajoutait de la charge à la charge. Mais en fait, il y a un moment où au moment du Covid, en fait, bah, voilà, au moment où j'avais 60 personnes dans mes équipes, où j'étais maîtresse d'école, femme de ménage, et puis un peu tout ce qui va avec à ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'arriver quand même au bout d'un système où, en fait, je n'allais pas réussir à continuer comme ça. Et en fait, j'ai cherché de l'aide pour déléguer bah, des sujets personnels et familiaux. Et en fait, cette aide-là, bah, je l'ai pas trouvée. Puis ça a un peu cheminé dans ma tête. Et puis en discutant effectivement avec plein de femmes qui étaient un peu dans le même genre de situation, je me suis rendu compte que derrière ce sujet de la dite charge mentale, il y avait beaucoup de souffrance. Et puis c'est à peu près à ce moment-là que, un peu avant que Camille m'a été présentée par une amie commune. Et puis du coup, voilà, j'ai rencontré Camille et puis je lui ai laissé expliquer son parcours. Mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir toutes les deux à ce qu'on pouvait faire pour en fait permettre aux femmes de, voilà, de trouver leur place dans des organisations et à ne pas se limiter dans leurs ambitions, et que du coup, elles n'aient pas à devoir renoncer à une carrière si elles avaient envie d'en avoir une. Toi, c'est ton vécu, Rebecca. Tu as eu l'impression à un moment donné d'être obligée de faire un choix, enfin de te limiter dans. Tu Bah, t'es dit en ça fait, passe plus. non, en fait, enfin, j'ai jamais fait de choix. Mm. J'ai réussi à ne pas faire de choix et à me Mhm. dire que j'y arriverais et que c'était une question d'organisation et que j'allais y arriver. Donc vraiment, je me suis pas limitée. Mais force est de constater que ça a été à un moment donné au prix de moi-même, de ma santé Mhm. physique. J'avais le dos bloqué tout le temps, je me sentais plus alignée, je hurlais sur mes enfants. Enfin voilà, c'était au prix de moi-même Mm. en fait. Mm. Et voilà, et c'est à un moment donné, je me suis dit, je trouve plus le reward dans mon travail qui compense les sacrifices que je fais. Et Ouais. en même temps, à côté de ça, j'ai l'impression de pas être une assez bonne maman, de pas être assez présente. Donc, j'avais Mm. plus la balance qui faisait qu'en fait, j'avais le sentiment de plus être OK dans aucun des deux, en fait. Ouais. Et voilà. Ouais, jamais suffisamment bien dans aucun domaine. Ouais. Ça, c'est. J'avais l'impression de Ouais. pas être assez bonne directrice développement, pas assez bonne manager, pas assez bonne maman. Ouais. Voilà, je me sentais plus alignée avec les choix que j'avais faits, en fait. Mm. Ok. Et toi, Camille? Écoute, moi c'est un peu différent dans le sens où j'ai toujours recherché en fait une activité professionnelle qui serait une passion, qui serait vraiment qui représenterait toute mon identité, toute mon âme, dans laquelle je mettrais tout mon cœur. En fait, voilà, enfin, ça c'était bien sûr avant d'avoir des enfants. Pour moi, je devais trouver un boulot, un travail qui soit une passion. Et du Mm. coup, c'est là où je suis arrivée, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, enfin, tu vois, ça a été un long chemin, mais quand je suis arrivée en Afrique du Sud, j'ai monté ce réseau d'écoles de code. C'était ma première expérience d'entrepreneuriat social. J'ai adoré et franchement, tout mon moi était
dans cette Ouais. aventure entrepreneuriale. Mon âme, mon cœur, mon corps, tout. Enfin, Mm. ma cofondatrice était ma meilleure amie. On vivait ensemble. On a fait de la thérapie de Ouais. couple. Enfin, on était vraiment, il y avait cette, voilà. Et Fusion, ouais. donc, ouais, cette fusion, Mm. j'étais presque, bah, d'ailleurs, c'était too much, mais j'étais presque que ça, quoi. Et Mhm. donc, quand je suis tombée enceinte d'Eliott et que j'ai eu Eliott, j'ai eu du mal, en fait, à faire rentrer Eliott, du coup, enfin voilà, cette identité de maman d'Eliott, comment elle pouvait s'articuler avec cette identité tout entière d'entrepreneur. Ouais. Et du coup, là, je pense que enfin, c'est pas l'erreur parce que c'est la vie, mais je me suis dit, je peux pas être les deux. Il faut que je sois un des deux. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai une personnalité qui est très entière. Mm. Et je m'étais dit, c'est l'un ou l'autre. Et Mm. donc, c'est pas, à ce moment-là, avec mon mari, on s'est dit, OK, on rentre en France. Moi, j'ai abandonné We Think Code. Bon, ça existe toujours. Il y a une super femme zimbabwéenne qui gère ça aujourd'hui et c'est un énorme succès, etc. Mais moi, je suis partie, je suis rentrée en France. Et donc là, je me suis retrouvée à devoir vivre cette identité de maman Mm. et je me suis dit, du coup, maintenant, je vis cette identité de maman pleinement. Et ça Mm. n'a pas fonctionné parce qu'en fait, et du coup, j'ai dû apprendre à avoir des multiples identités. Et là, j'ai repris un job. Et petit à petit, j'ai essayé de tout concilier. Et je pense qu'aujourd'hui, avec YOLO, justement, j'ai repris cette voie de l'entrepreneuriat social, mais tout en étant maintenant maman de deux enfants. Enfin, maintenant, j'arrive à faire vivre les deux et puis les trois, et puis les quatre, et puis les cinq Ouais. identités que je peux avoir sur voilà. Et je pense que ce qui m'a vraiment poussé à créer YOLO, c'était justement ce moment de bascule où je me suis dit mince, je sais pas qui je suis en fait, je sais pas, c'est tellement différent, j'arrive pas à gérer l'un, j'arrive pas à gérer l'autre, j'arrive pas à les gérer ensemble. Donc c'est pour ça que ça a été une période assez compliquée en fait, même d'un point de vue identitaire. Ouais. Quand tu dis que tu t'es consacré que à l'identité de maman d'Eliott, ça veut dire que tu travaillais pas quand tu es rentrée en France. Tu t'es dit, il n'y a Ouais, pas de place pour le travail, c'est ça? ouais. Quand je suis rentrée en Ouais. France, après, je me suis rendu compte très vite que j'en avais besoin. J'avais besoin de cette stimulation intellectuelle, j'avais besoin de cette stimulation des pairs, j'en avais besoin. Mais je me sentais pas de redevenir entrepreneur. Je me disais, mettre toute mon âme dans un projet entrepreneurial, c'était trop tôt. Mm. Euh, donc voilà. Ok. Et justement, Camille, tu as évoqué là, l'Afrique du Sud, tu as aussi vécu aux US où tu as fait tes études, tu as vécu à Londres. Comment ces expériences-là ont façonné aussi la manière dont tu appréhendes les sujets sur lesquels vous travaillez maintenant, aujourd'hui avec YOLO? Ah, non, c'est une bonne question. Bah, moi, j'ai une approche très anglo-saxonne Mm. du monde du travail. J'ai fait mes études aux États-Unis. Bah, il y a une anecdote que j'aime bien, c'est en fait quand je suis arrivée, enfin, le premier paper que du coup j'ai rendu dans mon université américaine, c'était une thèse, enfin c'était une thèse, non, une rédaction sur la guerre du Vietnam. Et donc moi j'avais fait bien la française, thèse, antithèse, synthèse, et à la fin j'avais ouvert sur une question. Le prof me dit, It's great, but what's your point? J'étais là, bah, I don't have a point en fait. I'm French. Voilà. Et en fait, ça m'a énormément ensuite structuré dans ma façon d'approcher justement le boulot, le business en disant What's your point? Mm. Et aujourd'hui, avec YOLO, je sais, mais Rebecca, on est pareil aussi là-dessus, on adresse un sujet qui est principalement un sujet que portent les femmes, même s'il affecte tout le monde. Et j'ai senti que de temps en temps, il fallait qu'on s'excuse de porter ce sujet enfin de porter ce sujet uniquement sur les femmes, Mm. de devoir le rendre inclusif, etc. Alors que c'est pas ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui ce problème touche principalement les femmes, c'est un fait, les stats ne mentent pas. Donc, on adresse les femmes en particulier en priorité. Euh, mais on souhaite bien sûr que cette solution puisse aider le plus de gens possible. Mm. Mais du coup, je dirais que dans mon approche de YOLO, je suis beaucoup plus catégorique et, Mm. voilà, beaucoup plus du coup, à marquer sur ce côté féminin, sur ce côté femme
qui est d'ailleurs très anglo-saxon d'une certaine façon. Ok, donc vraiment, cette idée de tu défends quelque chose. Enfin, il y a un parti pris très fort. C'est un peu Un ça parti dans pris, le What's ouais, Your ouais, point. Ouais. voilà. C'est Mm. un parti pris très fort, aller au bout de ton idée. Ouais. Euh, et c'est marrant parce que bon, je vais parler de clichés, mais quand tu rentres dans une réunion dans les pays anglo-saxons, c'est OK, what are we gonna do? Great. Now, how are we gonna do it? Fine. OK, c'est terminé. Ouais. En France, tu vas débattre pendant 3, 4 heures de savoir si tu dois le faire et qu'est-ce que tu dois faire et pourquoi tu le ferais pas. Et même si tu es d'accord, tu vas quand même émettre des arguments contre. Oui. Et donc, Ça rend dingo. moi, ça me rend dingo. Mais voilà. Et donc, il y a un moment donné où YOLO, c'est ça. OK, Mm. on peut débattre pendant 4 heures du fait que oui, aussi, les hommes maintenant, et puis il y a les papas, machin. OK. Mais bon, tu as quand même 80% des femmes aujourd'hui qui portent la majorité des tâches familiales et personnelles. Donc, il y a un moment donné, on avance là-dessus. Et on se retrouve très Je- bien avec Camille là-dessus parce que on se retrouve très bien avec Camille là-dessus parce que tu vois, l'enfant de 7 ans, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'elle était hyper militante parce que j'ai une maman hyper militante. Donc j'étais de Mhm. toutes les manifs du droit des femmes, vraiment. Hein, je peux pas te dire le nombre de manifs que j'ai fait sur l'épaule de mon père ou avec ma mère pour l'avortement, contre le racisme. Enfin voilà, donc j'ai eu un esprit militant très tôt. Et puis je fais partie de ces femmes très entières qui ont beaucoup de mal à être mesurée sur un peu tous les sujets de ma vie, ce qui parfois est compliqué. Mais comme j'ai eu dans ma carrière aussi, tu vois, j'ai fait 15 ans de banque anglo-saxonne, Mm. bah, effectivement, toute ce mindset de travail, de pensée, et je dis souvent que j'ai été biberonnée au woman empowerment, c'est-à-dire que en 2007, moi j'ai commencé à travailler en 2007, des programmes de woman leadership, il y en avait que dans les banques anglo-saxonnes en fait. Mm. Et Ouais. du coup, tu vois, ça m'a beaucoup fait grandir et comprendre que la finance était déjà un milieu très masculin, que en tant que femme, ça pouvait être plus compliqué, mais que du coup, on avait besoin voilà, de skills supplémentaires, d'être mentoré, enfin, voilà, d'être accompagné et surtout d'oser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu très tôt et qui a fait qu'en fait, après, je me suis jamais limitée en me disant, si un homme peut le faire, je peux le faire, tu vois. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, vous avez toutes les deux ce côté effectivement très entier et très euh, ouais, entier et à mobiliser beaucoup d'énergie dans un but qui est hyper clair. Et ça, c'est des rouleaux compresseurs tous les deux. Et c'est un compliment quand je le dis. C'est- et Rebecca, t'as évoqué tout à l'heure, tu as été membre du CODIR et tu as deux enfants qui sont nés par PM. Hmm. Et j'ai retrouvé un post que tu avais écrit sur LinkedIn où tu expliquais qu'à l'époque, tu n'aurais pas voulu que ce parcours-là se sache. Et ça m'intéresse beaucoup qu'on discute de ça parce que dans une époque où, et à mon avis, enfin, c'est une bonne chose, on est invité à ouvrir un peu le voile sur la réalité de ce qui se passe dans la vie des gens. La vraie question, c'est celle de l'intime et de qu'est-ce qu'on partage ou pas. Et toi, tu disais, j'aurais vraiment pas voulu partager Hmm. ça avec mon employeur à l'époque. Hmm. Bah, j'ai eu cette conversation il y a 3 jours avec un DRH que j'ai rencontré et qui a mis en place avant tout le monde des congés ménopause, pardon, des congés ménopause, des congés règles douloureuses, des congés endométriose et des congés fausse couche. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je trouve, enfin, je pense que c'est bien que ça existe, mais euh, j'ai plein de choses, je pourrais t'en parler 1 heure, donc je vais essayer d'être concise, mais en fait, moi, j'ai vécu à la fois la PMA et le deuil périnatal. Et en fait, donc la fausse couche, ça va tard, hein. On considère une fausse couche jusqu'à 21 semaines, hein, puisque avant 21 semaines, un fœtus n'a pas d'existence, enfin, tu le déclares pas sur ton livret Possible. de famille. Ouais. En fait, la réalité, c'est que c'est un deuil, que ce soit à 3 semaines, 4 semaines ou 18 semaines. Évidemment, c'est plus ou moins difficile, mais de toute façon, ça nécessite un arrêt de travail. Je veux dire, tu ne sors pas indemne d'une épreuve comme ça. Et pour moi, à partir du moment où de toute façon, ça nécessite un arrêt de travail qui va bien aller au-delà de 2 jours ou 3 jours, qui sont ce qui est en général aujourd'hui donné, pour moi, c'est une mesure qui est un genre de greenwashing et qui n'a pas de sens. Parce que de toute façon, ce que tu vis est tellement douloureux et en fait, il faut le temps de réussir à revenir et que tu peux pas te dire que 3 jours, ça suffit et que donc, de toute façon, quand tu vis quelque chose comme ça, bah souvent, tu as un curetage, du coup, tu es hospitalisé, puis après, tu rentres chez toi et puis tu saignes. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, en fait. Et donc, qui nécessite un arrêt et qui, en plus, est tellement de l'intime que ben, ça me serait jamais venu à l'idée d'aller voir mon DRH ou mon manager en disant, ah, bah, j'ai fait une fausse couche, salut, je reviens dans 3 jours. Enfin, pour moi, c'est
c'est quelque chose qui va bien au-delà. Et sur le sujet de la PMA, euh, moi, j'ai vécu donc plusieurs FIV pendant toute la période où donc, j'ai été en poste, quoi, où j'avais des équipes, etc. Et c'est quelque chose une PMA, c'est une aventure incertaine dans laquelle tu te projettes beaucoup, dans laquelle tu mets beaucoup d'espoir, mais avec quand même 20% de taux de succès, quoi. Euh, et donc, moi, je sais que ce qui a contribué à ce que je sois capable de faire, voilà, d'avancer dans ces PMA tout en ayant mon fils à l'époque et puis le job que j'avais, c'était justement que c'était quelque chose qui était entre moi et mon mari, que j'en ai parlé à personne et que ça n'existait pas tant que ça n'existait pas en fait. C'est-à-dire que évidemment, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, vraiment, que j'ai fait l'écho de 12 semaines, etc., et que c'était concret, que ça avait marché, bah là, évidemment, je suis allée voir mon employeur. Mais c'est une projection de vie que tu fais de quelque chose que tu espères arriver. Et pour moi, en tout cas, ça aurait été y mettre beaucoup trop de moi-même que de déjà aller en parler à mon employeur, qui du coup se serait dit, ah bah tiens, peut-être que dans 9 mois, elle va avoir un bébé. Alors, est-ce que ça veut dire que déjà aujourd'hui, il faut ci, il faut ça? Donc déjà, ça, j'étais pas prête. Et puis Mhm. au-delà de ça, c'était y mettre trop d'espoir, en fait, que déjà le dire. Donc pour moi, ça fait partie des choses qui doivent rester de l'intime. Après, je dois reconnaître que j'étais dans des niveaux de poste qui me permettaient de pouvoir arriver plus Ouais, tard le matin c'est quand ça. j'avais besoin. Tu vois, Mhm. je le pointais pas, j'avais pas besoin de me justifier. Après, j'arrivais à 5h30 du matin à l'hôpital Béclair à Clamart pour à 6h être sur les premiers de la liste d'attente avec ma clé 4G dans mon ordi. Je travaillais Mhm. jusqu'à 8h30, 9h moins le quart que tout soit fini, puis je repartais, et puis j'allais au bureau et je prenais ma journée, et je me piquais dans les toilettes quand il fallait que je fasse, tu vois, mon traitement, Ouais. et je rentrais le soir et j'avais ma vie de maman. Mais c'était ma Mhm. façon à moi, en tout cas, de ne pas trop l'investir, en fait, tu Ouais. vois. Ouais. C'est très Donc, intéressant parce que à la fois tu dis c'est spécifique à ton cas qui était où tu bénéficiais même avant le Covid d'une certaine flexibilité dans la manière dont tu t'organisais et où on te fliquait pas quoi clairement. Euh, mais aussi ouais dans les attentes que ça pouvait créer dans ce que ça pouvait créer aussi comme réflexion chez ton employeur de se dire effectivement ça se trouve elle sera maman et puis même, c'est aller dire à mon complexe. équipe, je suis en PMA, tu vois, Mm. c'est mettre dans les yeux de quelqu'un quelque chose que tu n'as pas envie de voir parce qu'en fait, tu sais pas. Enfin, tu vois, je veux Ouais. dire, une PMA, c'est 20% de succès. Je veux dire, c'est quelque chose, Mm. parfois, il faut en faire pendant 7 ans avant que ça marche. En plus, moi, c'était un truc encore plus compliqué parce que c'était une sélection d'embryons. Enfin bref, les taux de succès étaient encore plus bas. Et en fait, j'arrivais même déjà pas, moi, à croire que ça pouvait marcher. Donc, j'étais vraiment loin de vouloir le partager avec quiconque, tu vois. Mm, mm. Ouais, ouais. Camille, toi, c'est pas ton vécu à toi, mais qu'est-ce que t'as des choses, des vécus autour de ça, autour de cette notion d'intimité et de public, de ce qu'on partage ou pas. Enfin, comment tu vois les choses, toi? Non, non, moi, j'ai pas eu ce vécu-là. Moi, j'ai eu le vécu plutôt d'un postpartum assez difficile. Euh, et en fait, de me sentir vraiment très down. Mais j'aime beaucoup le sketch de Florence Foresti sur le baby blues, justement, là-dessus. Mais me sentir vraiment down, me sentir pas à ma place, ne pas savoir comment gérer, ne pas arriver à concilier les horaires où je savais que ça fonctionnait pas. Mon fils s'endormait à 19h30, tu rentres à 19h, tu ne le vois qu'une demi-heure, mais enfin, tout Mm. ça, rien n'avait de sens en fait. Mhm. Euh, mais j'arrivais pas à trouver. Déjà, je pense qu'à l'époque, j'ai pas mis le mot sur le fait que je vivais un postpartum difficile. Bon, bien sûr, il y avait la conciliation vie pro-perso, l'organisation, etc. Mais je pense que et c'était un postpartum c'est un postpartum de tellement de choses. C'était un postpartum de Ouais. ma grossesse, c'était un postpartum de l'Afrique du Sud, c'était un postpartum de la boîte que j'avais laissée en Afrique du Sud. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses. Je gérais beaucoup de choses dans ma tête. Euh, et ça, c'est vrai que non, j'ai pas mis un mot dessus. J'ai pas dit à mon employeur, je vis un moment difficile, je me sens déprimée. Voilà, je me suis dit, il faut que j'arrive battante, il faut que je montre que je suis capable, sinon, enfin, c'est ce que je me disais, ils m'ont jamais fait ressentir ça, mais Mm. sinon, je, je vais, voilà, je vais démontrer Ouais. que c'est pas possible, en fait, Ouais. d'avoir un bébé et de Ouais. travailler et que ça fonctionne. Donc, il faut que je montre que c'est possible, il faut même que je me montre à moi-même que c'est possible, à mon,
euh, à mon mari, enfin tout le monde, quoi. C'était vraiment, ouais. Je pense que c'est hyper important ce que tu dis là. J'ai l'impression que c'est quand même le ressenti de beaucoup de femmes qui se donnent beaucoup en se disant je dois démontrer que c'est possible. Enfin, on a comme une espèce de mission implicite de si, on veut prouver que ça l'est. Et moi, donc votre service, c'est de proposer des services d'assistante personnelle et vous passez beaucoup par les entreprises qui fournissent ce service à qui d'ailleurs, je vous laisse en parler. À qui elles proposent ça? En fait, donc effectivement, YOLO, c'est un service B2B qui permet de donner aux salariés accès à des assistantes personnelles pour pouvoir déléguer voilà, leur to-do list, leur charge du quotidien personnel et familial et retrouver la denrée la plus rare qui existe, c'est-à-dire le temps. Du temps pour soi, du temps pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on aime aussi, pour prendre le poste d'après, enfin bref, pour être juste plus serein et donc aussi plus performant dans son job et puis dans sa vie au global. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles allouent l'accompagnement YOLO à différentes typologies de salariés, ça dépend. Ça dépend de leurs enjeux RH en réalité. Aujourd'hui, on va accompagner à la fois des femmes en parcours talent, on va accompagner des prises de poste, on va accompagner des familles monoparentales, femmes et hommes. On va accompagner des aidants de parents vieillissants ou d'enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc en fait, la réalité, c'est que ça dépend vraiment de ce que l'entreprise a besoin d'accompagner à un moment donné. Ça dépend aussi de ses enjeux. On a une entreprise qu'on accompagne qui a des problématiques de stress au travail, qui a fait un survey dont les résultats ont été très mauvais et qui du coup nous a alloué, voilà, qui nous a demandé d'accompagner des femmes et des hommes qui ont des postes à responsabilité avec beaucoup de stress. Donc voilà, on adresse un problème qui reste encore très majoritairement féminin, mais comme le disait Camille tout à l'heure, on a vocation à pouvoir accompagner finalement tous les salariés pour lesquels la charge du quotidien est un frein à la carrière. Et on a aussi à côté de ça, de façon un peu plus opportuniste, c'est des demandes entrantes qu'on a, de femmes entrepreneurs, de familles qu'on accompagne aussi, mais en direct, sans passer par les entreprises. Et ça, alors la question des femmes et tout, on en a beaucoup parlé entre nous sur d'autres sujets aussi, mais est-ce qu'on tape sur les femmes? On va pas forcément rentrer dans ce débat. Mais il y a un moment où je me dis, en me faisant un peu l'avocat du diable, je me dis, mais est-ce que c'est pas le travail en lui-même qui pose problème? Enfin, pourquoi il faudrait qu'on délègue des tâches familiales où parfois même on peut prendre du plaisir à les faire, ou ça fait aussi partie de qui on est? Qu'est-ce qui fait que ce monde du travail est encore aussi gourmand en temps et en énergie qui fait qu'on n'arrive pas à faire de la place pour ces tâches-là, quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qu'il faudrait dropper comme balle? Je comprends ta question, mais c'est marrant parce que moi, je suis pas du tout comme ça, dans le sens où les tâches que je délègue, franchement, si je pouvais Celles pas qui te les faire, font... ouais, je les Ouais. ferais pas. Et d'ailleurs, c'est les mêmes tâches que j'essaierais de déléguer au boulot si je pouvais. Mais vu qu'on est deux, je vais Pour pas le les moment. déléguer à Ouais. Rebecca. Mais en fait, moi, je pense. En fait, moi, ce que je pense, c'est ce qu'on nous a dit pendant longtemps, c'est le perso s'arrête à la porte du pro. La Ouais. réalité, ça revient sur le sujet de l'identité, c'est que je suis maman 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un seul moment dans ma journée où je ne suis pas maman. Mm. Je suis entrepreneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, c'est des multiples identités qui cohabitent, en fait, qui vivent ensemble. Et il y a des moments d'une vie professionnelle où on a besoin d'être à 100%, en fait, que ce soit dans 100%, dans le mental, dans le physique, dans la présence. Le multitâche, on sait, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est-à-dire Mm. que ça fonctionne, ok, mais pour vraiment Non. résoudre des problèmes, enfin, Mm. penser stratégie, etc., il faut être là, il faut être présent. Et beaucoup de la vie de maman, ce sont, ou de papa, ou voilà, on se comprend, de parents, ce sont des imprévus, ce sont des urgences à gérer, ce sont des choses à prévoir, qui du coup empêchent de se mettre à fond dans Mhm. ces moments de travail ou Mm. empêchent de se mettre... et c'est vrai pour le contraire. C'est-à-dire que moi, et puis c'est clair entre Rebecca et moi, et ça, c'était quelque chose que j'ai toujours mis en place avec mes employeurs. J'ai jamais eu aucune honte ou aucune culpabilité par rapport à ça. Quand je rentre chez moi, quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Mon portable n'est pas allumé. Quand je suis en vacances, je souhaite être à fond. Et donc, je pense que respecter ces moments-là, que ce soit Mm. les moments de travail
et ou les moments personnels. C'est ça qui est important pour pas avoir l'impression de perdre la boule. C'est finalement recréer des barrières hermétiques qui, l'air de rien, nous rendent beaucoup plus sains et sereins. Complètement, Ouais, ok. Ouais. complètement. Et tu disais, bon, on pourra le couper si tu veux pas le dire, mais tu disais que justement, tu t'étais dédié le mercredi Ah ouais, si, tu peux le dire. pour avoir un temps pour toi. Exactement. Ouais. Et je trouve ça tellement sain. Et en fait, Mm. le fait de pouvoir déléguer justement certaines tâches de ton quotidien permettent de te mettre à fond quand tu es dans ton moment professionnel, Exactement. d'être à fond, en fait. Mais ça, je suis absolument d'accord avec vous sur le côté, enfin, avec ce que tu évoques là, Camille, sur le côté être concentré. Et je pense que la concentration et le focus, c'est une des armes secrètes les plus puissantes qu'on n'exploite pas assez, mais pour justement arriver à se sentir bien et pas tirailler, etc. C'est d'être vraiment dans ce dans quoi on est. Et ça, notre monde nous pousse à l'inverse de ça. Donc c'est intéressant de le présenter comme ça sur cette notion de barrière, de remettre des barrières finalement. Et toi, Rebecca, ça t'évoque quoi? Moi, je, Moi, je veux que YOLO permette aux femmes de garder de continuer à faire ce qu'elles aiment faire, aux femmes et aux hommes, aux Mhm. parents. Mhm. La réalité, c'est que quand tu prends ta to-do list, Mhm. bon, je sais pas, moi j'aime bien, il y a des trucs que j'aime bien faire dans ma vie perso et des trucs qui m'emmerdent. Bon, bah, dans ta to-do list, en vrai, même si elle est partagée avec ton conjoint et que chacun en fait, bah, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont, enfin, si je peux, Mhm. objectivement, maintenant c'est mon allié qui les fait, je suis trop contente. Mais si tu veux, voilà, il y a plein de choses qui ne m'amusent pas Mhm. et que tu fais par contrainte, tôt le matin, tard le soir ou sur ton temps de travail, parce que la réalité, c'est Mhm. qu'on peut essayer de se focus comme on veut, mais il y a plein de choses qui ne se gèrent que de 9h à 17h. Ouais. Et tu vois, bah là, on en parlait juste avant, l'école m'a appelé, j'ai dû partir en courant à l'école à 13h. Bah voilà, déjà, souvent quand même, ils appellent les mamans, numéro un, contact, hein, sinon c'est pas marrant. Et puis voilà, je veux dire, t'as tout d'un coup un truc, l'école qui t'appelle, il se passe un truc, t'as un prêt, Ouais. notre vie d'aujourd'hui, elle est faite de moments où tu es interrompu en permanence. Ce qui, effectivement, te rend moins focus, moins performant, t'arrives pas. Voilà. Et en fait, ce qu'on veut faire aussi avec YOLO, et en fait, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à la fin de la journée. Moi, il y avait un moment l'année dernière, avant que j'arrête mon job, je faisais tellement de choses dans ma journée que le soir, je ne me souvenais même plus de ce que j'avais fait. Non, mais c'est te Ouais. dire, tu vois. Ah, mais C'est-à-dire que mon ouais. cerveau était à un tel niveau de saturation que je Mhm. faisais tout comme un robot. Je faisais. Et quand je me suis dit, OK, je vais écrire tout ce que j'ai fait, j'étais là, mais incroyable cette liste, en fait. J'étais dans Mhm. l'hyper-productivité, tu vois. Et Mhm. en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout sain. Et puis au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que je faisais qui étaient à zéro valeur ajoutée. Et moi, je crois que la délégation, c'est un super pouvoir. Mhm. C'est-à-dire que Ouais. moi, mes parents habitent à l'étranger, j'ai pas de beaux-parents ici, j'ai 3 enfants. Donc, en fait, par la force des choses, si j'avais pas mis en place une organisation où avec de la délégation, je n'aurais jamais pu rien faire de ma vie professionnelle. Et en fait, quand mon organisation personnelle tombe, je tombe. Tu vois, c'est-à-dire que Ouais. Ah bah vraiment, oui. c'est ça qui fait que on y arrive. Et du coup, moi, ce qu'on dit souvent avec Yulo, c'est l'idée, c'est pas de faire à ta place ce que tu aimes faire. Au contraire, c'est de te permettre d'avoir quelqu'un de confiance sur lequel tu peux t'appuyer et qui t'épaule vraiment et qui est là dans ton quotidien pour permettre de t'aider à avancer et de faire à ta place des choses que tu n'aimes pas faire, que tu ne sais pas faire et sur lesquelles tu n'as pas de valeur ajoutée. Et Pour pouvoir surtout, justement retrouver du temps. si je peux rajouter quelque chose, et c'est justement si tu peux déléguer à quelqu'un ce que tu n'aimes pas faire, toi, tu pourras, dans le temps du coup qui te reste, vraiment faire les choses que tu aimes faire, que tu n'aurais pas pu faire parce que si tu aurais dû faire les choses que tu n'aimes pas faire. Exactement, c'est Si ça. on suit Ouais. la logique. Ouais. Mais c'est là Ouais. où, par exemple, le débat de la semaine de 4 jours, etc. Si ta cinquième journée, c'est pour écumer tes tâches du quotidien et ta to-do list, franchement, c'est pas très drôle. Alors que si ta cinquième journée, comme toi, c'est pour passer du temps avec des personnes que tu vois peu, c'est prendre du temps pour toi, c'est goûter avec tes enfants, mais ne pas s'occuper de toute la to-do, bah, c'est aussi du temps. Ça, c'est du vrai temps retrouvé, en fait. Et alors, vous qui... Donc, ça fait combien de temps que YOLO est lancé? Ça fait un an et demi? 1 an, 1 an. Un an. Un an. Ouais. Qu'est-ce que vous constatez du niveau d'appropriation de ces sujets-là dans les entreprises?
C'est des sujets nouveaux. C'est quoi les points d'enthousiasme et c'est quoi les freins encore qui existent en France? Je dis en France parce que on est un peu en retard quand même là-dessus. Euh, Déjà, la première chose, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise à laquelle on parle qui ne veut pas nous écouter. Ça, c'est bien. Déjà, on nous écoute, tu vois. Ça ne veut Ouais. pas dire que les entreprises ont le niveau de maturité sur ces sujets qui font qu'elles sont capables de déployer YOLO à court terme, mais en tout cas, elles s'interrogent. Elles sont conscientes du fait que depuis que le télétravail a été acté dans les entreprises, tu vois, qui fait partie des accords cadres, eh bien, le pro est vraiment rentré dans le perso, Mm. que ça vient avec des avantages, moins de trajets, etc. Mais qu'en contrepartie, ça vient aussi avec des difficultés, notamment pour les femmes, qui du coup sont moins visibles, moins présentes, qui font moins de networking. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent Mm. aussi derrière ce télétravail, qui font que elles se rendent compte quand même que ça pose d'autres problèmes. Et c'est vrai que on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles ont vraiment des difficultés et des enjeux. On connaît la loi Rixin pour permettre aux femmes d'accéder à des postes exécutifs. Ça vaut pour les grosses entreprises du CAC 40, mais même les entreprises de plus petite taille aujourd'hui ont besoin ont besoin et doivent, dans toutes les logiques de RSE qu'on connaît, réussir à faire monter des femmes qui sont talentueuses, mais qui aujourd'hui ne sont même pas dans un vivier. Et du coup, elles cherchent des solutions nouvelles, innovantes, bien sûr coaching, bien sûr formation, mais on sait quand même aujourd'hui que 45% des femmes refusent un poste exécutif pour des raisons familiales. Mm. Et donc, en fait, elles nous écoutent parce qu'elles, déjà, beaucoup des femmes, beaucoup des DRH auxquels on parle sont des femmes, donc elles comprennent quand même très bien les enjeux dont on Oui. parle. Oui. Et puis au-delà de ça, elles ont besoin de venir avec des nouvelles solutions Mm. qui vont permettre peut-être de réussir à vraiment faire bouger des lignes et donc arriver à leurs objectifs d'accélération sur les sujets de parité et plus largement d'égalité. Parfois, on nous déploie justement sur des parcours enfin des femmes, parcours talent, etc. L'enjeu de la monoparentalité est aussi un enjeu qui est de plus en plus présent dans les entreprises. On sait que c'est une famille sur quatre aujourd'hui en France qui est monoparentale. Dans 83 ou 85% des cas, c'est les femmes qui ont la garde des enfants. On sait aussi que la monoparentalité, ça précarise les femmes. Donc, il y a plein de choses qui se jouent et sur lesquelles l'entreprise sait qu'elle a une responsabilité. Et donc, l'aidance, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a un salarié sur 10 qui est aidant. Il y aura 25% d'aidants dans 10 ans. Donc, finalement, on nous Vous arrivez au écoute bon moment. et on Ouais. arrive à un moment qui est Mm. vraiment un moment charnière sur le futur du travail et sur le rôle que l'entreprise a à jouer dans l'accompagnement des salariés. Mm. Après, une fois qu'on a dit ça, le temps de ces entreprises est très long et il y a des entreprises qui sont plus ou moins matures sur ces sujets. Et donc, effectivement, nous, notre enjeu, c'est d'adresser et d'identifier celles qui sont les plus innovantes d'un point de vue RH et qui sont le plus à même de tester des nouvelles solutions comme la nôtre et qui après seront prescriptrices finalement pour les autres. Et alors, justement, sur tous ces sujets-là, ces sujets qui sont à l'intersection du pro et du perso, vous avez parlé avec beaucoup de DRH. Est-ce qu'il y a des pratiques impactantes, nouvelles, intéressantes qui vous ont marqué, et qui sont vraiment au service de la promotion de la mixité à tous les niveaux dans les entreprises? Des trucs innovants que vous ayez pu voir? Alors, non, oui, enfin, est-ce que c'est innovant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des industries, notamment celle du conseil, qui aujourd'hui ont des taux de turnover énormes. Ça fait partie des métiers hyper time consuming, très demanding. Et, enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup de mal à garder. Et puis il y a pas beaucoup de sens. Enfin il y a pas toujours beaucoup de sens dans ce secteur-là. Et en fait, du coup, ils mettent en place des choses pour retenir les salariés euh, ils sont capables de financer 2000 euros par mois pour avoir une nounou. Ils sont capables de mettre en place un congé, non seulement pour quand toi tu vas être maman, mais aussi pour le conjoint donc un homme qui est dans une entreprise dont la femme va avoir un enfant qui même est dans une autre entreprise. Ils vont lui financer 3 mois avant l'accouchement, 6 mois après. Tu Mm. vois, ce sujet du congé second parent Mm. est en train de beaucoup bouger. Euh,
dans le bon sens et c'est tant mieux. Moi, je suis convaincue que la maternité ne sera plus un frein dans la carrière des femmes le jour où les hommes auront le même congé de maternité, paternité que les femmes et Ouais, que du coup, l'absence de l'un comme de l'autre sera la équivalente même. et que du coup, il faudra juste que l'entreprise vive avec le fait que oui, pendant X mois, il y aura ni le papa ni la maman et que du coup, en fait, ça ne fera juste plus aucune différence. Et en fait, sur ce sujet du congé second parent, c'est là où les entreprises, moi j'ai l'impression en tout cas, dans certains secteurs qui sont vraiment en difficulté en termes de rétention, investissent le plus. Hmm. Ok. Toi, Camille, t'as pensé à autre chose ou pas? Non, moi, franchement, je ne suis pas éblouie euh, par les innovations RH en termes de mixité. Je trouve que le poste RH est encore trop peu valorisé, notamment en France. Tout ce qu'on fait, c'est de l'humain. Il faut qu'on arrête de se mentir. Et donc, le RH, il faudrait le renommer le People, Head of People ou whatever, Hmm. c'est quand même pour moi une des fonctions les plus importantes de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est pas le cas, et ça se reflète dans les budgets qui sont alloués à ces Hmm. sujets-là, dans le temps qui est pris pour l'innovation, dans les startups qui se montent autour de ces sujets. Et je trouve que c'est... Voilà, moi, même le mot ressources humaines me rend dingue. On n'est pas on est des êtres humains, on n'est pas des ressources. On constitue le cœur de l'activité. Voilà, voilà. Donc, Hmm. je trouve qu'il y a quand même une évolution du RH, enfin, pas du RH, mais du poste RH en entreprise. Et on sent bien que tous les directeurs, directrices RH à qui on parle sont très, euh, comment dire, ont beaucoup d'ambition Hmm. pour leurs salariés. Ils ont envie ils ont une vision et ils se rendent bien compte que ça peut pas continuer comme ça. Et il y a Donc, peut-être aussi une chose que je voudrais ajouter, c'est que aujourd'hui, il y a un sujet dont les DRH et enfin, dont les équipes RH parlent beaucoup, c'est le sujet de la santé mentale. Hmm. Euh, la santé mentale est devenue un enjeu d'entreprise parce qu'en fait, à nouveau, télétravail, façon dont les gens travaillent aujourd'hui, post-Covid, il y a l'étude de l'APEC là, qui était sortie au mois de mai qui dit quand même que 82% des femmes managers euh, considèrent que la difficile conciliation vie pro-perso affecte leur santé psychologique. Hmm. C'est quand même énorme. Et donc aujourd'hui, les entreprises, évidemment, elles ne peuvent pas ne pas se saisir de ce sujet et donc effectivement, elles mettent en place des solutions, des hotlines de plateformes où tu peux appeler pour la santé. Voilà, si ça va pas, c'est perçu comme Ouais. très innovant d'un point de vue RH. Moi, alors, peut-être tu me couperas, je ne sais pas, c'est toi qui vois, mais Non, vas-y. pour moi, c'est des rustines en fait. C'est-à-dire que si tu en es là, c'est quand même qu'il y a un gros problème au départ. Et que si toi, en tant qu'employeur, tu dois adresser le sujet du stress professionnel et que tu dois mettre en place des hotlines pour parler à des psys, c'est peut-être qu'il y a un problème plus grave à adresser plus haut, quoi. Ouais, et Euh, puis je suis d'accord avec le côté rustine, et je pense que en fait, quand tu creuses, c'est fondamentalement derrière ça des sujets de management et des bien sûr, sujets d'organisation du travail, des d'organisation, sujets de culture plus ou moins bien sûr, explicite. Ouais. bien sûr, bien sûr, bien Ouais. sûr. Et si tu veux, nous, justement, ce qu'on dit beaucoup avec Hugo, c'est que on doit arriver en prévention, si tu veux. C'est-à-dire que Mm. nous, on a des KPI sur la Mm. santé mentale parce que tu t'imagines bien que quand on démarre les accompagnements, au moment de l'onboarding, on rencontre des femmes et des hommes qui arrivent avec leur to-do list et qui, en fait, ont non seulement envie de l'eau, mais en ont besoin. Et donc, dans le questionnaire de matching pour leur trouver la bonne alliée, on pose des questions sur le point de départ, en fait, tu vois, pour mesurer Mhm. l'amélioration sur les sujets Ouais. de charge mentale et de santé mentale. Et le constat, il est souvent assez édifiant, tu vois. On part d'un point de départ qui est quand même vraiment, que tu sois, on accompagne des femmes qui sont assistantes, d'autres qui sont super top exec dans des comex. Le point commun, c'est quand même très souvent qu'elles sont en souffrance psychologique, tu vois. Ouais. Ouais. Et en fait, justement, nous, on veut arriver en prévention sur ces sujets. Et d'ailleurs, on a eu une récompense qui nous fait parce que c'est pas un prix sur lequel on s'était présenté, c'est vraiment une récompense qui nous est arrivée comme initiative sociétale remarquable sur la santé des femmes. Et vraiment, c'est ça notre mission avec Ouais. YOLO, c'est ça en fait, c'est de permettre aux femmes de, de prendre soin d'elles et de ne pas se retrouver dans des situations où la difficile conciliation vie pro-perso altère leur santé mentale en fait.
Ouais. Et vous avez des premiers chiffres sur l'impact, sur l'évolution? Pas Bah, en encore. fait, tu sais, on a démarré avec les premières entreprises avec lesquelles on a démarré, c'était fin avril, début mai. Donc, nous, notre idée, c'est de... Et puis, tout le monde n'a pas démarré en même temps. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on fasse des points tous les trimestres. Donc là, fin septembre, on va faire la première session de questions à ceux qui avaient démarré au début pour voir Ouais, justement l'amélioration. trop bien. Ouais. Ça veut dire quoi pour vous réussir? En général, ou réussir YOLO? Réussir tout, bah, ce que tu veux. Réussir. Vas-y, Rebecca, je te sens. Ah, c'est une vaste question. C'est de la déconstruction d'éducation. Ouais, bah oui. C'est Aujourd'hui, ça veut dire très... quoi? Pour Rebecca Pour du La septembre Rebecca 2023. d'aujourd'hui, la Rebecca de 2023 te dira que, mais ça a été le fruit d'un long chemin. Ah bah C'est-à-dire oui. que, voilà, ça a été réussir, c'est être contente de me lever le matin, d'avoir des enfants en bonne santé et quelqu'un dans ma vie qui me soutient, tu Mhm. vois. Mhm. Et en fait, bah, j'ai la chance d'avoir ça aujourd'hui, d'avoir trouvé, enfin, en tout cas, avec l'aventure YOLO, je me sens pour la première fois de ma vie extrêmement alignée avec mes Mhm. valeurs, avec cette approche entrepreneur. J'ai toujours été très intrapreneur, mais tu vois, avec cette, tu vois, c'est un peu, je dis souvent, j'ai eu l'impression que, tu vois, on m'avait donné une grande feuille blanche et qu'en fait, on m'avait dit, tu peux aller partout dans cette feuille. Et je m'étais jamais autorisée à sortir de la feuille, tu vois. Donc, je suis allée tout en haut de la feuille, mais j'étais quand même dans la feuille. Et en Mhm. fait, Ah, bah, ça y est, je suis sortie de la feuille et j'ai pris une hyper grande toile, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est ça, en fait, aujourd'hui. C'est d'avoir le sentiment de vraiment être à ma place et d'avoir de, de l'impact sur le monde, tu Mhm. vois. Sur Mhm. mon monde à moi, qui est celui, évidemment, voilà, de ma famille proche et voilà, d'élever des enfants, d'essayer qu'ils poussent le plus droit possible et de leur donner tout ce que je peux. Mais aussi de m'être moi-même remise au centre de ma vie et d'avoir fait des choix pour moi et des choix qui me paraissent justes et qui font qu'aujourd'hui, j'accepte de faire plein de concessions parce Ouais. que je sais pourquoi je me lève le matin. Ouais. Ok. Et Camille? Moi, j'ai une question pour toi. Tu penses qu'en anglais, tu traduirais ta question succeed Ah, ou achieve? success. Ok. What does success mean to you? Mhm. Mais c'est intéressant, Et moi, effectivement. je pense que j'ai répondu sur Achieve, tu vois. Ah, c'est vrai? Ouais. Hmm, ok. Ce sera l'occasion d'un autre débat. Ouais. Non, moi, je suis assez similaire. Ma réponse est assez similaire à celle de Rebecca. Pour moi, c'est vraiment me sentir alignée, en alignement avec ce qui m'anime. Et personnellement, j'ai l'impression de réussir. C'est une réussite au quotidien. Donc, c'est vraiment chaque Hmm, soir quand je me couche, ce sentiment voilà, de réussite, entre guillemets, enfin, de achievement plutôt, je dirais plutôt que success. Mais hmm, c'est du coup d'avoir vécu des moments. Moi, je suis très dans le moment présent. Et donc, j'ai besoin que cette notion de succès soit très dans le moment présent. Et une journée où j'ai énormément travaillé, mais j'ai passé aucun moment de qualité avec mes enfants, pour moi, ce serait pas un succès. C'est l'inverse non plus. Et donc, c'est tous les jours trouver cet équilibre-là, de moments très forts, de moments de qualité, justement, en famille, et des moments aussi de qualité avec mes amis. Voilà. En fait, c'est plein de moments hmm, imbriqués qui vont recouper toutes les facettes de ma vie, donc qui vont hmm. être mes amis, ma famille, mon YOLO, le temps pour moi, le sport. Voilà, enfin, il faut, voilà, cette espèce on la connaît là, cette roue du coaching. Ouais, Mais ouais. c'est ça, voilà, c'est l'alignement avec tout ça et avoir réussi à faire tout ça. Euh, Ça, je me dis que là, je suis bien. Et alors justement, je sais plus si c'était sur votre blog, hein, il y avait l'une de vous deux qui disait aujourd'hui, je travaille beaucoup, mais ça me coûte pas. Parce que souvent, C'est moi, ça. c'est toi, ça, Rebecca, Ouais. on a souvent l'impression que l'équilibre, c'est pas trop travailler ou c'est, voilà. Et non, pas du tout. Raconte-nous ça.
Pour moi, j'ai toujours une grosse force de travail, déjà. Mm. J'ai pas besoin Mm. de beaucoup de sommeil. Ce qui me coûte pas, enfin, tu vois, c'est paradoxal, mais je travaille plus que dans ma vie professionnelle d'avant. Mais ça me coûte pas parce qu'en fait, je sais pourquoi je le fais et ça m'amuse et ça m'anime. Bon, parfois, il y a des moments stressants et qui vont pas comme on veut, mais si je veux travailler tard le soir, je le fais. Si je veux travailler tôt le matin, je le fais. Si je veux travailler le week-end, je le fais. Mais à côté de ça, bah, j'ai du temps pour moi. J'essaye d'en prendre et de me bloquer pour en avoir parce que ça fait pas partie de ma nature profonde. Mais en tout cas, en fait, je suis maître de mon temps. Et c'est ça qui ne me coûte pas. Mm. C'est que, en fait, voilà, j'ai plus de patron. J'ai plus ces contraintes-là. Et en fait, du coup, oui, je travaille beaucoup, mais en même temps, je travaille quand j'ai envie de travailler, de la façon dont j'ai envie de travailler, couché par terre si j'ai envie. Enfin, tu vois, je veux dire, je le fais comme j'ai envie de le faire, en fait. Mm. Et donc, ça ne me coûte pas. Et puis, en plus, ben, on voit quand même assez vite les résultats de ce qu'on fait. C'est-à-dire que dès Mhm. lors que tu es plus dans une grosse organisation où tu as 10 000 strates de décision, ben, en fait, l'impact de ton day-to-day, il est très concret, il est beaucoup plus concret. Les difficultés de ton day-to-day sont aussi beaucoup plus concrètes dans la vie d'entrepreneur, Ouais. mais en tout cas, enfin, en tout cas, moi, ça me porte plus parce que je comprends, je sais exactement pourquoi je fais ce que je fais. Et donc, si à un moment donné, on veut réussir à rentrer, qu'il faut vécu un questionnaire de 75 pages à compléter, parce qu'en fait, sinon, on va pas y arriver, et que c'est hyper stérile comme matière, ben, on le fait quand même parce qu'on sait pourquoi on le fait, tu vois. Ouais. Et donc voilà, moi, j'ai jamais eu de problème à beaucoup travailler, euh, mais de façon très efficace quand même, et ça ne me coûte pas parce que j'ai du sens en fait dans ce que je fais. Et justement, tu l'as évoqué, tu dis, bon, j'apprends à prendre du temps. Le revers de ça, c'est aussi que quand on est entrepreneur, le risque, c'est aussi, parce qu'on est passionné, parce qu'on adore ce qu'on fait, parce qu'il y a du sens, etc., d'oublier aussi, enfin, de s'oublier. Qu'est-ce que vous avez mis en place, chacune, à titre personnel et peut-être même dans votre binôme, pour vous assurer de préserver votre santé aussi, de pas perdre de vue ce qui compte pour vous? Camille, tu veux répondre Euh, d'abord? oui, alors moi, bah, du coup, ce qui est assez chouette dans l'entrepreneuriat et de notre binôme avec Rebecca, c'est qu'on se dit les choses, on sait qu'on est différentes et donc on s'adapte, enfin, on essaie de trouver le juste milieu entre nos deux tempéraments et nos deux énergies. Donc, moi, ce que j'ai mis en place, c'est, voilà, j'ai un petit garçon qui a 4 ans et un autre qui a 10 mois. Mon dernier, il se couche entre 19h30 et 20h. Donc, finir de bosser à 19h, c'est pas possible. Je profite pas assez de lui. Donc, ce qu'on a mis en place avec Rebecca, moi, je commence à travailler beaucoup plus tôt, entre 8h et 8h30. En revanche, je veux être rentrée, enfin, c'est pas que je veux, c'est que je veux être là pour le bain à 18h et de 18h à 19h30, 20h, vraiment être avec mes enfants. Ça, c'est un peu l'équilibre que j'ai envie de mettre en place. J'ai envie, enfin, ce qu'on fait aussi, c'est que comme on est deux, et ça, c'est quand même génial de co-créer une entreprise à deux, c'est que quand l'une doit prendre un break pendant 4-5 jours, se déconnecter complètement. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de ces plages de déconnexion totale pour vraiment remettre mon cerveau voilà, pour Mhm. retrouver l'énergie à la fois physique et mentale. Je sais que Rebecca gère et c'est le cas vice-versa. Et sinon, par semaine, moi, j'ai mon yoga, 1 heure et demie de yoga par semaine et j'essaie de nager 1 à 2 fois par semaine. Mm. Euh, voilà, ça, c'est un peu les choses que j'ai mises en Les place. ingrédients à toi. Ouais. Mm. Ouais. Toi, Rebecca, c'est work in progress, tu disais. C'est... Je suis un peu moins bonne élève là-dessus. Mm. Mais non, non, je suis moins bonne élève. Mais enfin, d'où je viens, je me suis beaucoup améliorée. C'est-à-dire que euh, dans ma vie d'avant, j'avais zéro temps pour moi. Mais vraiment zéro. C'est-à-dire que je n'en prenais pas, je n'en avais pas. Vraiment. Enfin, tu vois, quand j'ai 3 enfants, ma dernière maintenant elle a 4 ans, mais elle était plus petite. Enfin, voilà, j'avais ce job et donc vraiment, j'étais la cinquième roue du carrosse globalement à peu près partout. J'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et donc, quand j'ai quitté Groupama, enfin l'entreprise dans laquelle j'étais, j'ai vraiment eu besoin de... Ça a duré un mois. Hein, je suis pas trop capable de rester inactive, mais j'ai vraiment fait un petit temps de pause qui pour moi était un vide immense en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Je ne sais absolument pas quoi en faire. J'ai vite trouvé, mais j'ai déjà pris soin de moi physiquement, c'est-à-dire que j'avais tout le temps mal au dos, donc j'ai été voir le Mm. kiné 3 fois par semaine.
j'avais peur de me faire mal tout le temps, donc je faisais plus de sport parce que tu sais, ça Mm. s'auto-entretient. C'est-à-dire que t'as mal, Ouais. tu fais plus, donc t'as mal. Enfin voilà, donc il fallait casser ce cycle-là. J'ai repris le piano. J'avais arrêté le piano quand j'avais 15 ans et je m'étais toujours dit un jour je reprendrai le piano. Ben, ça y est, j'ai repris le piano. Donc j'ai Bravo. maintenant piano toutes les semaines. Et puis en ayant du coup ben, repris confiance dans mon corps et dans le fait qu'il était solide et qu'il pouvait faire plein de choses. Du coup, j'ai pu reprendre le sport, oser des choses que j'avais pas faites depuis très très longtemps. Et du coup, voilà, j'essaye maintenant d'inscrire le sport dans mon agenda comme n'importe quel rendez-vous. Mm. Euh, je suis plein de bonnes intentions en septembre. Ça tient le temps que ça tient, mais en tout Ok. cas, je ressens maintenant le besoin de le faire. Et puis, moi, mes enfants, donc, ils ont 4 ans, 8 ans et 11 ans. Et donc, effectivement, je les retrouve le soir, on va dire vers 19 heures. Moi, ils se couchent vers 20h30. Donc, on a quand même du temps ensemble. Et j'essaye le mercredi de déjeuner avec eux. Je les récupère à l'école et je déjeune avec eux quand je peux, le plus souvent possible, pour avoir quand même ce temps. Maintenant, je vais pas te mentir, ça reste un, Ouais. un exercice d'équilibriste. C'est vraiment le Mm. cas de le dire. Ouais. 3 enfants, c'est beaucoup. C'est 3 besoins différents. Plus ils grandissent, plus leurs besoins se précisent, plus il faut se contorsionner. Moi, j'ai fait le choix de vraiment leur expliquer ce que je faisais aujourd'hui et pourquoi je le faisais. Mm. Avant, j'arrivais même pas à leur expliquer ce qu'était mon métier, tu vois. Maintenant, Mm. aujourd'hui, ils savent ce que je fais. Ça va. Ouais. Mes filles savent que je fais ça pour qu'elles puissent avoir aussi toutes les chances dans leur vie future. Mon fils sait que je le fais aussi pour le futur papa qu'il sera. Et en fait, ils sont hyper fiers, en fait. Tu vois, ils sont hyper fiers et donc en fait, ils sont hyper encourageants. L'année C'est trop dernière, on mignon. avait pitché pour un award et c'était rediffusé sur YouTube. Ils envoyaient des petits cœurs sur Mm. YouTube pendant qu'on pitchait, tu vois. Ah, c'est trop Donc c'est mignon. chouette aussi d'avoir cette aventure quand ils grandissent parce qu'en fait, ils sont hyper supportifs. Ouais. Bah ouais. Et justement, et alors, ça, c'est ma question pour vous. Et vous, vous êtes fiers de quoi, Camille? Ah, ben, je suis fière de tellement de choses. Non, je suis fière aujourd'hui. Je suis fière d'avoir enfin trouvé mon équilibre en France, en tout cas à Paris. C'était pas évident Ouais. du tout. Mm. J'ai réussi à concilier mon identité d'entrepreneur dans l'impact avec mon identité de maman de 2 enfants, avec mon identité de copine, avec mes amis et voilà. Euh, Mon identité de yogi slash sportive, ben voilà, de concilier mes multiples identités. J'ai réussi, j'ai réussi, enfin, je suis fière qu'on ait réussi avec Vincent de nous avoir créé un cocon. On a enfin emménagé chez nous. Il y a eu beaucoup de travaux. Donc ça, je suis fière de ça. Je suis fière de ce qu'on a créé avec Rebecca. Je suis fière enfin, on est en plein dedans, hein, mais je suis fière de notre binôme, de l'énergie qu'on met dedans, dans YOLO, des combats qu'on porte. C'était un combat qui était pas du tout évident pour moi quand j'avais 25 ans. Enfin, ça me passait complètement au-dessus de la tête, ces Ouais. sujets. Ouais. Donc c'est marrant comme les combats changent en fait au Mm. fur et à mesure des expériences. Et voilà. Mm. Du chemin, en fait, j'entends beaucoup. Faire du The chemin. journey, the The journey. journey. Oh, the journey. Yeah. Et toi, Rebecca? Écoute, j'ai une amie qui s'appelle Anne-Gaëlle qui se reconnaîtra, qui me dit souvent, mais tu devrais te high five tous les jours, quoi. Mais genre, c'est trop bien en fait. Et moi, c'est vrai que bon, j'ai du mal avec ça. Tu vois, je trouve que tout est normal et que si tu y arrives, c'est normal. Et j'ai pas beaucoup ce truc de fierté et tout ça. Donc, mais à nouveau, je travaille, je chemine. Mm. Je dirais que déjà, je suis fière d'avoir trouvé ma place. Enfin, tu vois, d'avoir trouvé ma place dans ce monde, en fait. Tu vois, de me sentir à ma place. Ça a été vraiment un chemin pour moi. Euh, et ça, voilà, je suis fière d'avoir osé, en fait, osé changer de vie, parce que j'ai vraiment changé de vie, tu vois. J'ai quitté une situation professionnelle extrêmement valorisée socialement. J'ai quitté une très grosse rémunération. J'ai quitté, voilà, pour rien, parce qu'en fait, le projet YOLO, je l'avais dans un coin de la tête, mais je suis pas partie avec, tu vois. J'ai arrêté parce que j'ai senti que c'était le moment et qu'il fallait que j'ose autre chose, mais je ne savais pas quoi.
Et donc, en fait, je suis, pour le coup, je pense, fière d'avoir osé, déjà. Euh, parce que oser, c'est déjà réussir. Je trouve que oser, c'est déjà Mm. réussir, en fait. Tu Mm. vois? Oui, parce que tu y crois. Ça veut dire que tu y crois. Exactement, exactement. Mm. Je suis fière de réussir un peu plus qu'avant à m'écouter, tu vois. Mm. Camille aussi, on est très intuitive dans beaucoup de choses. Et moi, j'ai toujours cette petite voix et très souvent, je sais ce que je dois faire et je fais l'inverse parce que je raisonne et je rationalise beaucoup. Et je suis fière de maintenant réussir de plus en plus à écouter cette petite voix. Euh, et je suis fière d'avoir réussi à construire la famille que j'ai aujourd'hui parce que, comme tu le sais, ça a été un parcours de maternité long et difficile. Ça a pris 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai 3 enfants en pleine santé. Et je suis fière d'avoir réussi à tenir ça et à construire la famille que j'avais envie d'avoir. Et voilà. Bah, bravo à toutes les deux. Enfin, votre projet, il est au-delà de vos fiertés personnelles. Votre projet, il est tellement important et vous le portez avec une telle énergie. C'est bravo. C'est très, très. J'aime pas ce mot inspirant, mais j'ai quand même envie de l'employer. C'est très inspirant ce que vous faites. C'est vraiment chouette. Merci pour celle que vous aidez. C'est quoi la suite pour YOLO à court terme là? Là, c'est la rentrée. On accompagne de la rentrée de nos C'est bénéficiaires en plus de la nôtre. ça. Écoute, nous, on a démarré assez vite avec les premières entreprises qui nous ont fait confiance et notre enjeu, c'est de continuer, enfin, c'est d'accélérer pour accompagner de plus en plus d'entreprises et de plus en plus de femmes et d'hommes. Donc, il y a toute une dimension commerciale qui est très forte pour nous aujourd'hui. Et on sait que le temps des entreprises est long, donc c'est ce juste équilibre à trouver entre le temps long et le temps court, Mm. qui est quand même très challenging. On a des enjeux tech aussi qui sont assez importants. Mm. Voilà, parce qu'il faut qu'on développe notre propre outil et donc on a beaucoup d'enjeux là-dessus. Voilà. Je sais pas Mm. si j'ai oublié quelque chose, Camille. Non, c'est ça. Je pense que vraiment l'idée, on a montré qu'il y avait un besoin, on a montré une envie, on a montré que c'était possible. Maintenant, il faut passer à l'échelle, à Mm. tous les niveaux. Donc, on a du boulot. Ouais. Mais Eh on ben, aime ça. bah oui, oui. Hein. CQFD, on revient au point de départ. Exactement. Faut bosser au boulot. Et on mettra tous les liens vers votre site. Je crois que vous avez un Instagram Oui, qui reprend du poil de la bête, si j'ai bien compris au dernier on a un message. Instagram récent, donc tu vois, Hmm. voilà. Et on a une page LinkedIn aussi. On est assez LinkedIn. actifs toutes les deux sur Ouais, LinkedIn. Voilà. on mettra tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette Bah, Merci interview et pour merci tout le Sandra. de tes reste. questions, de toute cette chouette écoute et c'était un chouette moment. Ouais. Ouais, c'était Partagez. super. Merci Merci beaucoup. Sandra. Merci, merci, merci. Je vous avais promis une surprise à la fin. Voici ce que Camille et Rebecca vous proposent. Si vous mettez YOLO en contact avec votre service RH et que la rencontre aboutit à la mise en place de la plateforme dans votre entreprise, elle vous offre 5 heures d'assistanat pour vous. Pour les contacter, pour découvrir l'offre de YOLO plus en détail, rendez-vous sur le site Because YOLO. Tous les liens sont en note de cet épisode. Et comme d'habitude, si vous aimez les équilibristes, si ces épisodes vous parlent, vous aident, partagez-les autour de vous et allez mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire découvrir ce travail au plus grand nombre. À bientôt.